S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. H-V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi, c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Valenciaga. Bonjour Valenciaga. Bonjour Samia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir Invité. invité, oui. Pardon. J'avais cru que c'était une phrase, merci de m'avoir. Non? En néerlandais peut-être? Peut-être, Ouais. je pense. Alors c'est un épisode un peu particulier parce que, contrairement à d'habitude, j'ai un certain nombre d'informations que je peux aller glaner sur le net et autres. Là, ça va être un petit peu différent. C'est toi qui vas te présenter au travers de quelques questions que je vais te poser. D'abord, Valenciaga, évidemment, ce n'est pas ton nom de la vraie vie. Non. Est-ce qu'on peut dire ton nom de la vraie vie? Oui, bien sûr. Alors, tu t'appelles Nick. Ça a changé. C'est vrai, on en parle? On peut en parler, oui. Ok, allez, go. Trop bien. Donc, mon nom de naissance est Nick. C'est un nom que j'ai reçu de mes parents, plus spécifiquement de ma mère, qui avait un frère qui est décédé au HIV. Et son nom était Dominique. Et en fait, le raccourci de son nom Dominique était Nick. Et donc, j'ai reçu le nom Nick à la naissance. En grandissant, allant habiter à Gand, j'ai découvert d'autres gens qui s'identifiaient en tant que non-binaires. Ce que j'ai commencé à faire aussi parce que ça allait plus dans mon genre et dans la manière laquelle je voulais me sentir dans la vie. Il y a déjà maintenant 2 ans, je pense, j'ai changé de nom et j'utilise le nom de Noah maintenant, qui est quelque chose de plus doux, qui est quelque chose de plus moi, qui représente aussi bien un nom masculin que non féminin, avec un H à la fin. Bah déjà, tu as mentionné quelque chose qui est intéressant pour mieux comprendre qui tu es, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Tu as parlé de non-binarité. Oui. Donc en fait, nous deux, on s'est rencontrés sur le tournage de Drag Race, saison 1. 1. The first and the one. Vraiment. The OG one. Et donc, moi, je connaissais pas du tout le monde du drag. Je connaissais pas du tout, enfin, de vue, comme peut-être beaucoup de gens. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait derrière par rapport, d'une part, aux gens. Donc vraiment l'aspect humain, l'aspect quotidien de cette communauté. Est-ce qu'on peut dire cette communauté? Oui. Et puis, j'avais aucune connaissance non plus de l'aspect créatif et performatif de ce qu'était le drag. Donc, je l'ai découvert au travers de cette première expérience dans Drag Race et c'est là qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment est-ce que toi, t'en es arrivé au drag? Alors, j'ai commencé il y a, je pense, 5-6 ans avec un collectif avec qui je travaille encore toujours ces jours-ci. Un peu moins, parce qu'on se voit moins, mais on est en train de planifier un show pour l'année prochaine, pour revenir un peu, pour se retrouver aussi, puisque c'est des gens avec qui j'ai grandi. Enfin, je me suis rééduqué, on va dire, surtout dans la scène queer et dans le monde du drag. Je remercierai pour le reste de ma vie House of Lux, qui est une maison de drag à Gand. Et en fait, c'est un peu grâce à eux que j'ai commencé le drag, en ayant été à leur soirée, en les ayant vus sur les réseaux sociaux. Et en fait, juste avec mon groupe d'amis, que j'appelle mon collectif aujourd'hui, on s'était dit, pourquoi pas essayer nous aussi de faire du drag? Quelle est la description du drag? Parce que tu savais pas ce que Non. c'était exactement. C'était quoi pour toi? Ça représentait quoi pour toi à l'époque quand tu l'as découvert? Comme moi, je me disais, c'est des hommes qui s'habillent en femmes de manière extravagante, en poussant les codes de la féminité, les différents codes de féminité à l'extrême. Et même là, il y a des nuances, tu vois, parce qu'il y a différents styles, il y a différents... Et puis ça dépend aussi de quel genre de femme et quelle est ta définition. Enfin, tu vois, c'est hyper large, ça apporte énormément de questions. Donc moi, c'était ça pour moi au départ. Je me suis rendu compte que c'était bien plus complexe que ça. Mais pour toi, c'était quoi? Pour toi, ça représentait quoi le drag avant que tu ne t'éduques à ça? En fait, je pense que en tant que jeune, avant même d'arriver à Gand, j'avais déjà vu RuPaul's Drag Race US. C'est quelque chose que j'avais déjà vu à la télévision, enfin pas à la télévision, sur mon ordi, à ce moment-là, parce que ça passe pas à la télévision ici. Ouais, mais tu vois là, par exemple, déjà ça, c'est déjà une démarche, ça demande déjà une démarche particulière de ta part. T'avais quel âge? Oui. Je pense que la première fois que j'ai vu RuPaul's Drag Race, c'était quand j'avais 19 ans, peut-être 20 ans. Donc t'étais déjà jeune adulte, quoi. Oui. Oui, ok.
Et simplement parce que c'était pas, enfin, mon identité queer n'était pas une conversation que j'avais à la maison, n'était pas une possibilité de conversation à la maison. Ok. Mon père est quelqu'un de très strict dans son éducation et donc m'a éduqué très carré, Traditionnellement. très traditionnellement en effet. Et donc je pense que c'était pas vraiment quelque chose qui était à ma portée en fait. C'était juste quelque chose que je connaissais pas. Et en tant que jeune qui a commencé à comprendre que j'étais différent des autres, j'ai commencé en fait à m'éduquer en regardant sur les réseaux sociaux, en regardant sur l'internet, voir ce qu'il y a dans le monde en fait, parce que quand on est seul, on se sent vraiment seul et on ne sait pas à qui parler parce que c'est un gros secret en gros. Et donc arriver à pouvoir se libérer en regardant justement, moi tout au début c'était vraiment des hommes qui représentaient la féminité au maximum. C'était vraiment genre libérateur en fait parce que je voyais justement qu'il y avait autre chose que les codes que j'avais appris. Et du coup je me disais bon ça veut dire qu'en fait je suis vraiment pas tout seul. Ça fait plaisir de savoir qu'autre part dans le monde, il y a des gens qui arrivent à être 100% eux-mêmes. Et dans un futur, du coup, à ce moment-là, je me voyais aussi pouvoir être moi-même par après. Pas forcément chez mes parents, mais donc par après. Et donc, ça, c'était la première fois que j'ai vu ça. Mais tu vois, comment est-ce que, quand tu te dis être toi-même, est-ce que tu envisageais, est-ce que tu voyais donc les performances drag, enfin, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais n'hésite pas à me reprendre, Oui, oui, hein, oui. comme quelque chose que tu avais envie de faire comme un métier Non. ou quelque chose dans lequel tu t'identifiais même au quotidien, c'est-à-dire que tu arrivais à imaginer, en faisant abstraction évidemment de ton éducation et des codes sociaux auxquels on est tous soumis, de dire en fait, moi, si j'ai envie un jour de sortir avec une perruque verte et un maquillage à la limite de l'outrance, enfin, tu vois, eh ben, je pourrais le faire, je me vois bien vivre comme ça et sortir de chez moi comme ça le matin. Mais moi, c'était un peu ça, en fait. Enfin, en voyant RuPaul's Drag Race US, pour moi, c'était vraiment l'idée de me dire, ah, mais si un jour, genre, dans le futur, où j'habite tout seul, je veux sortir en crop top, je sortirai en crop top. Ok. Je pensais pas forcément encore à une perruque ou à du maquillage, parce que ça allait déjà une étape un peu plus loin, qui était des codes très féminins et auxquels j'étais encore ancré, on va dire. Mais juste pouvoir me libérer d'un sweater et d'un pantalon oversize pour cacher genre mon corps parce que je me faisais bully à l'école limite H24. Donc c'était vraiment genre quelque chose qui m'avait encadré, on va dire, dans une sorte de prison où je comprenais pas qu'il y avait quelque chose de plus que ce que je vivais à ce moment-là. Ok. Le drag, ça a été un peu libérateur en fait. Enfin, ça m'a poussé à me dire there's a future and it's possible, mais ce sera plus tard et ce Ok. sera ok. Ok. Voilà. Et t'as fait quoi comme études? Alors j'ai toujours fait des études d'art. Ok. Ça c'est un peu ma mère qui a poussé me dire que c'était ok de faire de l'art, surtout envers mon père parce que ma mère a toujours été là en fait. J'ai une sœur aussi. Et en fait ma mère a été toujours la personne entre les enfants et mon père. Mon père, c'est une personne qui est très, très carrée, qui a des idées très carrées, en fait, on va dire. Et ma mère a toujours été, en effet, le tampon entre nous qui voulait faire tout et rien, et mon père qui disait, genre, faire du cheval, c'est pour les filles, faire du karaté, c'est pour les hommes. Ok. Voilà. Ça, c'était mon éducation, on va dire. Ma mère m'a dit, a parlé à mon père pour dire, bon, laissons faire les études artistiques. Noah va arriver à faire ça, ça va aller. Et j'ai pu faire ça pendant toute ma secondaire. Et t'as voulu, c'était ce que tu voulais faire? Oui, vraiment. C'était en fait une direction artistique globale. Donc, je faisais de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la photographie. Enfin, il y avait vraiment de tout qui s'appropriait à l'art, on va dire. Et une fois arrivé en sixième, j'ai trouvé une option pour les supérieurs. Et là, ma mère m'a dit, si tu veux continuer en art, tu peux, mais je vais te donner 2 options. Et je me suis dit, ah. C'est trash quand même. C'est Ouais. vraiment une éducation très cadrée par les parents, les choix orientés par les parents. Voilà. Ok. Après, d'un côté, je les remercie parce que je pense que ça m'a vraiment appris aussi, comment on dit? La rigueur. Oui. Et être très bosseur, Ouais, être persévérant. très persévérant en effet. Et quand j'ai un goal dans la vie, je vais pour atteindre le goal. Genre, c'est vraiment... mon headspace a toujours été en mode travail, travail, travail. Ok. Et je pense que
Aujourd'hui, ça se voit aussi que ma manière de travailler fait en sorte que j'arrive à avoir ce que je veux parce que je mets justement Un objectif. un objectif sur ce que je veux Ouais. avoir. Mais donc les deux options étaient ou mode ou architecture intérieure. Attends, j'ai quand même là il y a un truc qui me vient à l'esprit parce que Vas-y. j'imagine plus ou moins l'âge que tu as, Mhm. donc à l'âge de ta maman. Est-ce que elle a pas fait de la projection un peu sur toi? D'un côté aussi, petite anecdote, son frère, qui est donc décédé dans les années 90, Ouais. a étudié l'architecture intérieure. Ouais, donc en fait, il y a un espèce de truc derrière, il y a toujours un... Voilà. Bon, ça peut être vu un peu de manière un peu glauque, mais moi, je trouve Oui. ça joli. Moi, je trouve ça hyper Moi, je trouve positif. ça joli. Ouais, c'est ça, j'y vois quelque chose d'assez... Je connais aussi encore les amis de mon oncle, qui sont très bons amis avec ma maman, que je vois genre 1 à 2 fois par an. Ils Ouais. habitent à Bruges. Juste après avoir lancé Drag Race à la télévision, Ouais. ils ont commencé à regarder. Ouais. J'ai été les visiter avec ma maman et on dit c'est dingue. Et j'en ai encore les frissons quand j'y pense, mais c'est dingue comment on voit Dominique à la télévision. Et là, je me suis dit, bah en fait, c'est tout ce que je voulais avoir. Je voulais, moi, genre, quand j'ai appris qu'il était gay, qu'il est décédé du VIH, qu'il a fait l'architecture intérieure, qu'il faisait du drag cabaret ici à Bruxelles, pour moi, ça a été vraiment genre, Encore plus un feu vert. oui. Enfin, non, vas-y, Si, c'était c'est un feu vert. Pour moi, c'était un. Voilà, en fait, je peux continuer ce qu'il a, lui, pas pu Une continuer. sorte de signe, quoi. Comme Voilà. si toi, tu avais pris la relève Voilà, de vraiment. la vie qu'il était Vraiment. en train de construire et qui a été interrompue. Voilà. Et en fait, ce qui est beau aussi, c'est ma grand-mère me l'a expliqué quand elle vivait encore. Malheureusement, elle ne vit plus aujourd'hui, mais elle habitait à Bruges. Et donc, son fils, donc mon oncle, habitait ici à Bruxelles, faisait du drag ici. Et quand il faisait un show, elle venait de Bruges en train pour Wow. le visiter et pour voir ce qu'il faisait. Ok. Et en fait, c'est exactement ce que ma mère fait maintenant. Aujourd'hui, on est jeudi. Ouais, Demain, on est vendredi. J'ai un show à The Agenda. ouais. Et ma maman vient C'est trop bien. en train, Mais ton père pas. mais mon père pas. Ton Mes père, parents c'est- sont séparés. Ah, ok, Donc depuis ça, qu'ils sont séparés. voilà. Ok, Mais du coup, mon père veut pas forcément savoir ce que je fais. d'accord. Je lui ai dit aussi, hein, quand j'ai fait Drag Race, je voulais pas qu'il tombe sur moi à la télévision en mode mais qu'est-ce qui se passe, genre c'est qui, pourquoi je vois mon fils, enfin c'est bizarre. Mais ils avaient déjà connaissance, ta maman, de ta... Donc, j'imagine déjà, oui, de ta non-binarité, de par le fait que tu as commencé les études. Et j'imagine qu'en école d'art, tu as Oui. aussi exprimé d'un point de vue vestimentaire et esthétique un peu plus. Pas forcément. Pas forcément. Non, parce que du coup j'ai choisi pour l'architecture intérieure. Ah, ouais, Pour oui. reprendre sur cette Oui, c'est petite ça, ouais, ouais. anecdote. Donc j'ai choisi architecture intérieure parce que mon père m'a poussé un peu dans ce métier-là, parce que c'était un métier plus pour les garçons. Et que tu veux peut-être lui plaire quand même à lui aussi. Voilà, et en fait je pense que depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu me pousser moi aussi à faire mieux pour pouvoir lui prouver que j'étais pas genre un beau à rien. Ok. Parce que j'ai toujours vu que avec ma sœur, il était très hyped avec tout ce qu'elle faisait. Et j'étais l'enfant gay qui pouvait pas être fier parce que Ouais. j'étais différent. Donc je me suis toujours poussé à prouver que j'avais autant de valeur que ma sœur, ce qui est genre pas ok du tout en éducation parce que Il voilà. ne devrait Mais pas y avoir de compétition. voilà, intéressante. mais ça m'a poussé à travailler, à trouver une force en moi aussi, à vouloir faire ce que je fais. Donc, en architecture intérieure, j'ai toujours habité en noir. Ça change pas, hein. On C'est est vrai clair, Dans la vraie vie, Dans la en vraie dehors de la scène, tu es Ah toujours non. habillée en noir? toujours en noir ou en gris ou des couleurs très foncées. C'est juste parce que, en tant que personne en dehors de ma personne drague, Oui. en fait, je veux pousser mon art à montrer ce que je fais sur la scène. Pourquoi est-ce que ça t'empêcherait de porter du rose aussi dans la vie? J'en ai pas une envie, j'en ai pas un besoin. C'est marrant, on revient Ouais. toujours. Hein. Je crois que dans tous mes épisodes, on parle du noir. Des gens qui portent du noir. Après, bon, je discute qu'avec des gens qui sont des créatifs d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que cette théorie est ressortie déjà quelques fois, on s'habille en noir quand on est un créatif pour laisser de la place, Au projet. soit au personnage, si on en est un, on en a un, soit à la création elle-même. Parce que si tu portes trop de choses sur toi, que tu montres sur toi, c'est comme si tu amputais ta production créative, quelle qu'elle soit, justement de fantaisie et de créativité. Toi, c'est comme ça que tu le Oui. vis. Et en Ok. fait, ça m'a été appris en architecture intérieure.
en architecture d'intérieur, les profs nous disaient toujours, à partir de la première année, vous allez apprendre à vous habiller en noir aussi, pour justement pousser votre projet plus en avant que vous. Le projet est le plus important, vous n'êtes pas important. Ok, ok. Donc en fait, dans ma vie pro-drague, c'est encore toujours pareil. J'essaie de garder Noah à l'arrière en tant que manager de la vie de tous les jours, pouvoir pousser Balenciaga juste vers le front La lumière. et la lumière et dire voilà, tu peux être pailleté. Pas que je veux pas être pailleté, genre j'adore les paillettes, hein, on va pas en parler, mais je préfère que ce soit Balenciaga qui porte les paillettes, qui porte les pépés, qui porte le make-up qu'elle veut. Et comme ça, moi, je peux juste Manager. voilà, Te manager concentrer voilà. sur. La vision qu'elle doit avoir. C'est fou parce que là, tu viens de me donner tu viens de m'envoyer une image de chef d'entreprise, quoi. Tu vois, C'est ce que je de fais. manager en Oui. fait. Et que Balenciaga, c'est ton entreprise, c'est Oui. ton projet, c'est ta boîte, c'est ton produit. Vraiment, Tu vois. vraiment. Ok, donc études en architecture d'intérieur terminées. Oui. Waouh. Bachelier, master en Wow. scénographie. Est-ce que quand tu as commencé les études en architecture d'intérieur, tu avais envisagé que ça pourrait être utile dans cette vie que tu avais déjà. J'imagine que tu avais un endroit dans ta tête où tu construisais déjà cette vie Pas du d'aujourd'hui. tout. Non, même pas. Non. Tu as vraiment procédé étape par étape, Oui. une chose à la fois. Oui. Mais je suis vierge. Ça veut dire quoi? C'est mon signe astro. Ouais, mais ça veut dire. Je travaille par étapes. Une fois une étape passée, je peux commencer à la prochaine. Ok. Je savais pas que Genre- c'était une caractéristique des vierges. Je fais des listes pour tout. Ok. J'ai genre des listes partout chez moi à la maison. Mais tu fais un truc à la fois. Ouais. Je suis pas J'arrive- vierge, je suis poisson, mais je fais aussi des listes. J'arrive pas à faire genre Plusieurs trucs en même temps. plusieurs trucs en même temps. Si j'y arrive, mais je sais que il y aura un truc où je me concentre énormément dessus qui sera nickel et comme l'idée que j'avais en tête et les autres seront un peu plus en mode genre, Ok. voilà, on verra. Donc il y a quand même une idée de précision alors Ah oui. que tu as acquis au travers de tes études. Et tu as bossé après ou en archi ou non? Pas du tout. Vas-y. Donc j'ai fait un stage en architecture intérieure. Puis après, j'ai commencé mes études de scénographie ici à Bruxelles. Ok. Et puis après mes études de scénographie, en fait, j'ai encore fait 1 an de art visuel. Je me voyais pas du tout commencer à travailler. Il fallait que je reste à Bruxelles pour devenir scénographe. Et j'avais plus les thunes. Donc Ok. j'ai dû partir. Retourner à. Retourner à la maison chez mes parents. Ouais. Et donc en fait, je me suis dit bon bah je vais juste reprendre des années un bachelier en fait en art plastique pour pouvoir continuer à travailler sur mes propres projets. Qui était? Des projets de scéno, en fait, de mise en scène d'objets. Car durant mes études de scénographie, j'ai travaillé énormément sur des courts-métrages pour Ok. des étudiants à Louvain-la-Neuve. Ok. Et donc, j'étais la plupart du temps chef de déco. Et j'amenais en fait plein d'objets que j'avais trouvés au jeu de balle ou chez moi à la maison. Enfin, ça venait un peu de partout, on va dire. Et donc, après avoir fini ces études-là, en art plastique, j'ai voulu créer des mises en scène avec les objets que j'avais pu garder, Des des décos que courts-métrages que j'avais t'avais fait, fait. voilà. Mais tu avais déjà une idée, un projet? Tu voulais. Non, Enfin, pas du tout. tu te laissais porter parce que tu avais envie de faire et d'apprendre à faire. Oui. Et en fait, durant cette année-là, j'ai que reçu des commentaires négatifs des profs qui me disaient ah mais c'est pas bien, c'est pas intéressant. Et je leur disais oui mais qu'est-ce qui est pas intéressant ou qu'est-ce qui est pas bien? Parce que pas bien, genre c'est Oui, il faut que ce soit constructif. Si enfin, tu c'est comme si critiques tu dis quelque c'est beau, mais quelle est la définition de beau au final? Ouais, Enfin, ouais. on sait pas. Et il me disait ah non je sais pas, mais c'est pas ça. Et donc moi durant une année, bah, j'ai juste fait des mises en scène que j'ai photographiées, que j'ai vidéographiées, que j'ai même pris en son parce que ça pourrait être intéressant aussi. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire de tout pour au final en fin d'année avoir une grande expo. Donc j'avais juste amené mes objets favoris que j'avais mis en place avec des photos, avec de l'audio, avec enfin, un peu de tout. Mais par contre, pour faire partir toute l'expo, j'étais pas là parce que j'étais en tournage d'un court-métrage d'étudiants à Louvain-la-Neuve. Et donc, j'avais demandé à mes co-étudiants Ouais. de faire partir Donc démonter ton expo. démonter l'expo, qui n'ont pas fait. Et du coup, en fait, comme c'est resté dans l'espace, les gens qui voyaient les objets ont juste pris les objets. Mais non. Voilà. Et donc, j'ai perdu pas mal d'objets que j'ai collectionnés quand même pendant quelques années.
des objets que j'ai hérités de mes grands-parents. Donc, il y avait quand même des objets auxquels je me disais genre, fuck. Enfin, c'est dommage de perdre ça, mais c'est un peu ma faute aussi. J'aurais dû être là. Donc, d'un côté, j'étais en mode, oh, mais d'autre côté, c'est ma faute. Ma dernière expo de fin d'année que je devais présenter à un jury externe a été des posters de photos et de croquis des objets que j'avais perdus, avec en dessous de l'affiche des petites, tu sais, les petites feuilles qu'on peut pour dire retirer. si vous les retrouvez. Voilà, envoyez-moi un mail. Ou Trop bien. Et en fait, par objet, j'avais créé une adresse mail. Ok. Donc, c'était lostcarpet@hotmail.com, Ouais. lostvase@hotmail.com. Et comme ça, tout objet avait une adresse mail. Donc ça a pendu dans les couloirs de l'école pendant, je pense, un mois. Et après un mois, j'ai collectionné tous les mails que j'ai reçus. Ah, parce que les gens t'ont répondu? Oui. Et t'as Après. retrouvé des objets? Non. Ah, ok. Enfin, si. Un objet principal, un tapis. Ok. Un tapis de la Tunisie que j'avais reçu de ma grand-mère. Ok. C'est un tapis, tu connais les tapis. Ouais, tissé à la main, en laine. Ouais, hyper unique, genre. Ouais. Un truc Je vois. que tu vois, t'es en mode genre, non, je peux pas faire ça. Le truc, c'est que je l'ai pas retrouvé grâce au mail. J'étais en train de chercher une colocation. Je suis arrivé dans une coloc et là, je le vois Ton au sol. tapis était au sol. Je vois le tapis, je me fais, Mais non! vous avez eu ce tapis d'où? La fille elle me fait, ah, je sais pas, genre, c'est un des colocs qui a ramené ça un jour. Et j'étais en mode genre, est-ce que je peux juste checker, genre, derrière, parce que je pense que c'est le mien. Elle me fait, ce serait bizarre. Je dis, mais ton coloc, il est en quelle option? Elle me dit l'option, et je fais, c'est vrai, genre, j'ai pas cours avec eux, mais je check quand même, et en effet, c'était mon tapis. Bah oui, puisque l'expo, tous Voilà. les étudiants. Voilà. Ok. Mais du coup, j'ai retrouvé le tapis, pas grâce aux mails. Parce que les mails, c'était genre des mails ridicules. Hein. C'est des mails en mode genre, ah, courage, j'espère que tu vas trouver un truc. Ah oui, d'accord. Genre, tu vois, c'est des mails très cute et très mimes, mais pas forcément qui me donnent des infos. Mais par contre, ça fait un book de mails quand même. Même les mails ridicules en mode ceci est une piste anonyme, il faudrait que tu ailles voir dans C'est les toilettes. Genre, sympa. c'était n'importe quoi, Mais mais c'est c'était cool. hilarant. Tu Ouais, vois, genre, ouais. moi, j'étais en train de dire une histoire, j'ai l'impression, de où est-ce que l'objet pourrait se trouver. Moi, je trouve ça assez marrant. Donc, j'ai donné ça au jury externe. J'ai dit, bon, en fait, j'ai rien à vous montrer. Juste une balade avec des mails à vous lire, à faire lire. That's it. J'ai reçu une note de 90% à mon jury parce qu'en fait, ça les a plu. Et là, j'ai été voir les profs et je leur ai dit, mais pourquoi vous me faites passer maintenant avec 90% alors que durant toute l'année, vous m'avez dit que c'était la merde ce que je faisais. Ils m'ont dit, c'est un projet tellement intéressant, c'est ça qu'on voulait devoir faire. Et là, j'aurais dit, en fait, vous savez quoi? J'en ai plus rien à foutre. J'arrête. Moi, j'arrête. Et en fait, Parce que j'étais si c'est pour aller à tellement l'école, démotivé. pour faire des trucs qui sont faits sans. Parce que pour le même prix, t'aurais pu justement ne pas réussir. Voilà, Là, c'est ça. juste que tu t'es dit, bon, même si c'est nul, je vais continuer. Parce qu'avec, Oui. j'imagine, ta manière de faire, de jamais lâcher, Voilà, dire, je vais continuer. je continue l'année, je fais avec ce que j'ai sous la main. Et donc, arriver à ça et à recevoir genre une très bonne note et me dire que je passe en 3e année parce que du coup, en fait, mon bachelier, comme j'avais déjà fait un bachelier et un master, je pouvais commencer en 2e. Ouais. J'étais en mode, ça sert à rien en fait. Enfin, Ouais. c'est juste pour être avec des profs l'année prochaine, les mêmes, qui me diront genre, c'est nul hein, ce que tu fais. Mais à la fin de l'année, À la fin de l'année, peut-être me faire passer, j'étais en mode genre, laisse tomber. t'avais pas l'impression d'apprendre des Non, choses. pas Ok. du tout. J'avais plus appris, moi, à avoir une éthique de travail conséquente Mhm. que avoir vraiment appris à ce qui peut être l'art moderne ou l'art plastique Ouais. en général. Ou comment développer un concept. Voilà. T'as fait ça dans quelle école? Alors, c'est au Casque. Je connais pas. C'est à Gand. C'est Ok. une école très réputée qui prend pas beaucoup d'élèves, qui admet pas beaucoup d'élèves, qui sont très élitistes un peu, oui. Archi d'intérieur, diplôme. Scénographie, diplôme. Art plastique, t'as tenté, t'as vu que tu savais faire et qu'en fait, Je savais pas besoin des profs. voilà, pas besoin de. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où tu commences vraiment à créer, ou à quel moment tu as fait connaissance avec Balenciaga? Je sais pas si tu as fait connaissance avec elle ou si tu l'as Si. créée, tu lui as donné naissance, Oui. ou comment ça s'est passé? Alors ça, c'était ça a été assez bizarre, on va dire, dans le sens où après mes études, en fait, je suis resté à Gand. J'ai décidé de reprendre mes amitiés que j'avais en secondaire, parce que mes amis de secondaire à Courtrai ont tous déménagé à Gand pour étudier à Gand. Mhm.
Donc j'ai pendant mes années à tourner Saint-Luc-Tournai et Saint-Luc-Bruxelles, j'ai un peu perdu cette connexion avec eux. Et donc je l'ai reprise en étant au Casque à Gand. J'ai décidé d'aller vivre avec une de mes meilleures amies que je connais à ce jour-ci depuis 16 ans, Ok. 17 ans, un truc du genre. On était en fait avec elle dans une maison pas énorme, mais assez grande pour nous deux. Une personne queer aussi. Ça m'a en fait ouvert encore plus l'esprit ou le mindset de, en fait, il y a pas que des garçons et des filles dans le monde. Il y a genre plus que ça. Tu peux être n'importe qui en fait. Il faut trouver la personne que tu veux être et être dévoué en fait à ce que tu veux devenir. Ouais. C'était un peu ce que j'ai appris d'elle, on va dire. Parce que en vivant avec elle, elle voyait que ça allait pas tout le temps. Au moment où est-ce que j'étudiais au Casque, j'entretenais une relation romantique avec une personne qui n'était pas forcément la meilleure personne. Enfin, assez Pour toi. toxique aussi pour moi. Je sortais beaucoup. C'était aussi les premières fois où est-ce que je commençais à boire plus. Donc, j'arrivais dans une vie pas forcément saine. Et donc, pouvoir rentrer à la maison et être avec elle. Et elle qui est une vierge aussi, parce que presque tous mes amis sont vierges. C'est ouf. On a toujours les meilleurs conseils. Oui. Par contre, on les suit jamais. Non, donc vous donnez toujours les meilleurs conseils, Voilà. mais vous les suivez jamais Non, vous-même. voilà. Ouais, la plupart Donc, des gens font ça. oui, voilà. Mais donc, elle me donnait les meilleurs conseils, je lui donnais les meilleurs conseils. Par contre, elle n'allait pas suivre ses propres conseils et je ne suivais pas mes propres conseils. C'est pas grave. Ok. On s'entendait bien, ça fonctionnait bien. Et donc, on a vécu quand même 3 ans ensemble à Gand. On s'est quitté, enfin, on s'entend encore toujours bien. On s'adore, on se voit genre régulièrement et tout. Mais on s'est quitté l'année après le Covid. Parce qu'on avait besoin de se retrouver tout seul, Ouais, c'est chacun ça. de notre côté. Et en fait, c'est un peu l'année juste avant le Covid que j'ai commencé à faire du drag, que j'ai commencé à être plus proche de nos amis en commun que j'avais avec Eva. Eva fréquentait déjà Oui, le milieu queer en fait à Gand. Ok. Dans lequel il y avait des dragues. Voilà. Mes amis qui n'avaient pas encore commencé le drag, en fait, on était intrigués par aussi la scène drag. On le voyait à la télévision, mais on le voyait en vrai aussi. Et du coup, on se dit genre, c'est un moment à aller voir aussi le drag dans notre ville, enfin, qui est Gand à ce moment-là. Parce que justement, ça nous ouvre encore plus l'esprit sur ce qu'on voit à la télévision. C'est pas forcément ce qu'on voit en vraie vie. Ouais, de comparer les deux. Voilà, comparer les deux. Ouais. Et donc, en ayant vu les shows en vrai, en ayant vu ce qui se passe à la télévision, ça nous a un peu posé des questions à est-ce qu'on veut faire ça aussi? Est-ce qu'on veut le tenter? Comment on dit d'une chose à l'autre? De fil en aiguille. De fil en aiguille, voilà. On est arrivé à s'acheter du fond de teint, à s'acheter du crayon noir, à s'acheter des trucs basiques pour essayer des make-up. Basiques aussi, hein, on s'y connaissait pas encore, on avait des références. Et tu sais, genre le mime où est-ce qu'on dit ce que tu achètes en ligne, ce que tu reçois, Ouais. c'était vraiment ça. Genre Ouais, la référence et moi après. Une petite merde qui se pense être star. Mais c'est bien parce que justement, ça crée l'attitude aussi, ça crée le personnage, ça crée l'idée de ce que tu veux rendre en vraie vie. Et pour moi, personnellement, j'ai toujours été intéressé dans la mode. Un peu l'option que j'ai jamais pu faire de mon père. Ouais, parce donc que ça revient un peu. Voilà. C'est bien, tu fais une super transition parce que j'allais te dire, mais voilà. le nom. Très fashion, quelque chose qui m'a toujours intéressé. De base, Balenciaga n'allait jamais naître. C'était pas le nom premier que j'avais choisi. Attends, parce que là, je suis en train de me dire, tu as toujours aimé la mode. Oui. Mais tu t'habillais toujours en noir. Oui. Puisque tu as commencé tes études comme jeune adulte et on t'a dit, tu bien, gommes tout ce qui est... personnalité. Personnalité, carrément. Oui, pour pouvoir mettre la personnalité dans le projet. Dans tes projets. Voilà. Donc ça veut dire que tout ça mijotait quand même quelque part dans ta tête. C'est pas possible que t'aies pas un endroit... Oui, d'office, mais j'étais pas conscient. T'étais pas conscient de ça, ok. Et c'est juste Mais en fait, c'est con, mais c'est peut-être poétique aussi. C'est en prenant le premier pinceau pour me maquiller, ça a été un peu la clé qui a libéré cette inconscience. Tout ce monde que tu avais déjà commencé à créer finalement, voilà. Inconsciemment. Voilà. C'est trop mignon. En fait, j'avais juste besoin du bon outil, alors que ça fait déjà des années que j'utilise des outils d'art. Oui, des pinceaux pour peindre sur des toiles, j'imagine, quand tu fais des maquettes. Voilà, mais pas sur le visage. Et genre, un pinceau visage, c'est tellement différent qu'un pinceau peinture, que je pense que ça a été vraiment la clé qui m'a ouvert la tête en mode oh, mais c'est ça en fait que je veux faire.
Waouh. C'est ça que je veux, genre, pouvoir créer. Et voilà. Alors que j'imagine tu ressemblais à une petite fille, un petit garçon de 6 ans qui avait piqué le make-up de sa mère. Non, pas du tout. C'est parce que... Pire. euh, pire. Non, c'est pas. Non, je te crois pas. Pire. Oh, maman. En fait, j'avais l'outil, Ouais. mais j'avais pas encore le savoir-faire. Et à ce moment-là, je me disais, genre, bah, je suis une personne non-binaire, j'ai envie de jouer avec les codes masculin-féminin, du coup, je vais laisser ma moustache. Pire décision de ma vie. Balenciaga avec une moustache, peut-être une moustache genre hyper esthétique, mais là, la moustache genre comme je l'ai aujourd'hui, Ouais, ok. ça passait pas du tout. C'était horrible, horrible. Et donc, bah, ça a évolué de moi qui gardais ma moustache à me dire genre, non, en fait, je pense que je dois la faire partir. Mais tu faisais quoi? Donc tu te maquillais. Est-ce que tu t'habillais aussi? Et Oui. puis tu faisais quoi? Les premiers trucs, je sais plus avec qui j'ai discuté, mais justement, quand j'ai fait la première saison de Drag Race, et cette personne m'expliquait que les toutes premières fois, c'est juste chez toi, dans ta chambre, dans ta salle de bain, Ah pour non. tester. Toi, c'était comment? Moi, c'est sortir. Alors, je t'explique la première image de nous qui ont commencé à se maquiller. C'était en été. C'était, je pense, fin juin, début juillet, avec d'autres personnes qui font du drag qui s'appellent Krasna et Beau Butler et Marty, qui font partie de mon collectif. On est installés dehors sur le pas de la porte, Donc, trottoir? le trottoir, Ok. voilà, avec un grand néon en Ok. plein milieu de nous, Oui. sur un tapis. Oui. Tout le monde avec un miroir et genre son make-up. Pourquoi? Pourquoi pas à l'intérieur? Bah parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de place pour nous mettre tout ça à l'intérieur. Parce que la maison était petite. Et comme ma chambre était petite, la chambre d'Eva elle était petite, la salle à manger était très petite aussi. Enfin, tu rentres, t'avais genre vue sur la cuisine directe. Genre, Ok. c'est vraiment une toute petite maison. Et donc en fait, on s'est dit, il fait chaud, c'est été, il va pas pleuvoir aujourd'hui. On se met Mais juste sur le trop bien. Et trottoir. vous n'êtes pas dit, ouais, c'est le genre de. Parce que moi, je me dis, déjà, parfois, quand j'essaye juste un nouveau look ou des nouveaux vêtements, ou. Enfin, tu vois, je fais partie de ceux qui aiment bien faire ça tout seul, tu sais, dans un coin, comme ça. Tu Oui, vois, de pas partager le potentiel ridicule, oui. tu vois? Mais je pense pas qu'on pensait à ça à ce moment-là. On était plus en mode, on est un petit groupe, on veut s'amuser, Ensemble, quoi. on est ensemble. Et le but, c'est de sortir après en boîte, Ok. aller voir des shows drag de House of Lux et juste s'amuser. Et donc, en gros, bah, on se maquillait, on essayait des trucs, on a été chercher nos premières perruques aussi ensemble. Enfin, c'est des trucs assez marrants, on va dire, qui se sont mis en place. J'aurais dû ramener cette photo, franchement, j'ai une photo. Envoie-la-moi. Je vais essayer de la retrouver, par contre. Si parce tu que la si je la retrouves, retrouve- si tu retrouves quelque chose Mais c'est d'archive de ça. assez marrant de nous voir comme ça sur le trottoir en train. Bah, en fait, vraiment faire le trottoir, mais genre, pas de la manière où est-ce qu'on pense, tu vois, mais c'est hilarant parce que, tu vois, genre, 4 gens qui essayent le drag pour la première fois et qui savent pas trop comment, mais c'est pas grave, bah, on s'amuse. Tant que l'œil est bien noir, que la bouche est bien rouge et qu'on a un peu de contour, hein, un peu de contour, un peu fort le contour, qui fait genre très efféminé, ce qu'on pensait être efféminé, ça passe. Ok. Et donc, les habits, bah, c'était du seconde main, friperie, les talons trop petits qui nous niquaient les doigts de pied, mais c'est pas grave, genre on y allait. Oui, parce que vous saviez pas encore où est-ce qu'on trouve des Non, pas du magasins avec tout, des pas du chaussures à talons en tout. Voilà, 43, c'est ça, 44. voilà. Et donc, bah, on sortait comme ça, c'était pas loin de la porte non plus, donc c'était Ok. assez marrant. Et là, à ce moment-là, Balenciaga, toujours pas là. C'est Non. pas elle. Pas encore. À ce moment-là, c'est encore Coton. Coton. Voilà. C'est mignon, Coton. Le nom très mimes, Oui, c'est ça. qui a rien à voir avec le personnage d'aujourd'hui, mais peut-être au fond quand même. Oui, parce que Balenciaga, elle a un côté quand même très gentil Oui. et très doux, je Voilà. trouve. Et en fait, à ce moment-là, je travaillais dans le Scotch and Soda à Oui. Gand. J'étais en train de chercher un nom de scène et c'est en pliant des habits dans le magasin que soudain je vois sur le label coton. Et là, je me suis dit, c'est basique, mais c'est cute parce que du coton, il y a dans tout en fait. Pas dans du synthétique, mais je veux dire, la plupart du temps, c'est du coton. Donc je pense que je suis allé pour coton. Je pense que c'est resté pendant 1 mois. Donc à chaque fois que je sortais, je me présentais en tant que coton. Et je voyais genre les gens me regardaient en mode elle est pas sérieuse, mais ok si tu veux, genre fais-toi plaisir. Pas grave, tu vois. Les noms de scène drag ont souvent une référence Voilà. ou un jeu de mots, Voilà. quelque chose comme ça. Là, il y en a pas. Pas du tout. C'était juste genre Ça aurait pu être quand même Lady Coton ou Miss Coton. voilà, n'importe. Enfin, c'est juste quelque Ça se fait pas. Si, ça aurait pu, mais à ce moment-là, je me voyais que avoir un nom aussi. Je voulais pas genre un double nom, un nom de Ok. famille. Et je m'étais dit genre coton, c'est la base de la mode en fait. C'est
Ah ouais, aussi, un lien aussi avec C'est voilà, en toi, ce fait. que t'aimes. Voilà. Je voulais quelque chose de très Il y a quand mode. même un cheminement, quoi. Voilà, Petit pas par petit pas, voilà, mais t'as quand même, enfin, en tout cas, là, je perçois qu'il y a quand même un cheminement depuis voilà, le départ. voilà. Et en fait, coton aussi, c'est un peu le matériau premier pour créer un vêtement. Et donc c'est ça, je me disais genre, bah c'est La toile, voilà, un c'est quelque chose, canevas. voilà, c'est quelque chose qui est premier, qui est là depuis le début et qu'on a besoin pour créer quelque chose d'après. Et en fait, c'est peut-être bizarre, mais à ce moment-là, comme House of Flux c'était la première house drag à Gand, et qu'en fait mon collectif suivait cette house, donc était le deuxième, je me disais, moi je veux un nom iconique qui dit j'étais la Prums ou limite second et qui va lancer la scène drag à Gand. Ouais, c'était genre l'idée que j'avais en tête. Toi, tu voulais être celle qui allait lancer le. Voilà, la scène drag à Gand avec la première House of Lux, avec mon collectif. Et on allait genre régner un peu la scène drag Et à pourquoi Gand. un collectif et pas une autre house? Parce que House, pour nous, c'est... En fait, on en a discuté longtemps. Et House vient de la ballroom scene qu'on veut pas approprier. On n'est pas des personnes racisées, enfin, sauf Krasna, qui est une personne qui vient de la Russie et qui est musulmane aussi. Mais elle a un white passing Ouais, je vois. très, très white. Ouais, Donc, en fait, on voulait juste pas approprier cette idée de une house, une maison des années 80, des années 90, C'est pas new-yorkaise. votre histoire. C'était pas notre c'est pas histoire non vos- plus. Ok. On a notre maison, physiquement, on a une maison, on n'a pas besoin d'être ensemble pour créer ce safe space, on va dire, parce qu'on est rejeté par la société. Non, on a tous un job, on a tous une maison, collectif, on fait de l'art. Oui, Donc c'est un ça, ça collectif rentrait un peu plus aussi artistique dans rentrait vos plus. parcours Voilà, à vous, quoi. voilà. Ok. Donc Et voilà. donc, tu te dis, moi, je veux un nom iconique. Voilà. Et là, je commence à continuer à chercher parce que je me dis coton, c'est genre trop mime, c'est genre trop, je sais pas, genre ça donne pas ce que je veux donner en fait. Et là, je commence à faire les pages de magazines, faire lire des livres sur la mode parce que j'en avais genre déjà pas mal, mais j'avais juste pas vraiment eu le temps ou pris le temps de lire. Et tu as fait cette démarche vraiment dans le but de trouver un nom. Voilà. Ok. Et pourquoi la mode? Parce que tu aurais pu prendre. Ouais, tu aurais pu prendre l'archi, parce que le nom des architectes et des designers d'objets, C'est ou vrai. le nom des pièces, parce que même les chaises et les trucs ont toujours un C'est nom. vrai. Vitra, Ouais. ça m'a fait cool aussi. Mais je sais pas, genre. Et alors, styling que du plastique. tout Voilà. Non, je sais pas. En fait, je pense que justement, je m'étais un peu arrêté aussi sur l'idée de les maisons Vogue, les maisons de la ballroom scene, qui sont des maisons, enfin des houses qui ont toujours repris des codes très mode. Je dis simplement genre House of Chanel, House of Louis Vuitton, enfin, il y a toujours une anecdote à la mode. Et donc je me disais genre, qu'est-ce que je pourrais reprendre qui pourrait être assez iconique? Je cherche. Je sais pas. On trouve Balenciaga. C'est une house qui est là déjà depuis des années. Mais même, genre, quand je dis des années, genre des années. Aux États-Unis. Aussi. Et Mais ici aussi, il y en a ici une aussi. Tout ce qui a été créé aux États-Unis a été repris. Donc, en fait, les house ballroom aux États-Unis ont été créés par des personnes racisées, émigrées, qui, eux, émigrent en Europe et qui, eux, recréent la scène qu'ils ont eue aux États-Unis. Ok. Et donc, en fait, c'est... Comme une succursale, quoi. Voilà. Ok. C'est genre des house sœurs, des house Ouais, c'est ça. qui viennent de la house mère, on va dire, aux Ouais. États-Unis, mais qui continuent en fait ici en Europe. Ok. En Asie, en Australie, enfin partout dans le monde en fait. Hein. C'est vraiment genre un petit exemple, Keona, qui est grande gagnante de la deuxième saison, fait partie de la ballroom. Elle est mère de la House of Revlon aux États-Unis, mais aussi ici, parce que en fait chaque pays a un chapitre. On appelle ça des chapitres. Ok. C'est des codes de la ballroom. Quand on ne connaît pas trop, je ne vais pas trop bien expliquer parce que je commence à intégrer la ballroom maintenant, 2024, mon début. J'ai déjà 2 prix. Félicitations. Merci. Mais j'ai vu, il y a pas longtemps, t'en en as un eu mois en fait. T'en as eu un en début août 2024. Voilà, et puis j'en ai eu un la semaine passée, dimanche. Donc c'est assez cool pouvoir faire la catégorie lip sync que je fais déjà depuis 6 ans maintenant. Ouais. Mais la ballroom, c'est quand même différent. C'est des gens qui te jugent. C'est très différent, on va dire. Donc, C'est intéressant. Je vais me ouais. pencher sur la question. Et donc, C'est- tu te dis voilà. Balenciaga. Cristobal, qui est le designer OG de Balenciaga, Mhm. qui a été en fait le
le OG designer, le OG créateur de mode en Europe, qui a lancé aussi un peu la carrière de Chanel, qui a lancé la carrière de... C'est pas Louis Vuitton, c'est Louboutin? Non, c'est pas Louboutin. Non, c'est pas du tout la même époque. Je sais plus de qui. Christian Dior, qu'il aurait travaillé dans... Voilà, c'est Christian possible. Dior. Et en fait, Balenciaga est une personne qui va pousser Chanel et Christian Dior à créer leur propre maison de mode. Et se dire, moi j'ai genre une base, maintenant c'est à vous. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu faire. Je me suis dit, c'est un nom iconique, c'est un nom qui va créer les OGs et qui va justement faire en sorte que la scène drag peut être poussée par après. Tu t'es visualisé toi comme étant un peu celle qui allait aider les autres à se lancer parce que tu avais commencé avant et que justement tu avais cette volonté d'être une queen iconique qui prend ta place, qui montre comment on fait, qui est très précise. Parce que moi, quand tu me dis Balenciaga, franchement, oui, en termes de précision. Alors, on parle pas de Balenciaga aujourd'hui. Non. C'est autre chose. Différent, oui. C'est très différent. Mais si tu regardes ce que Cristobal Balenciaga faisait, les robes, elles sont clairement, comme tu dis, on va utiliser 50 fois ce mot, elles sont vraiment, vraiment iconiques, quoi. Les coupes, les volumes, il travaillait vraiment, les volumes, c'était vraiment incroyable. Ouais. Et c'était très graphique. Peut-être, est-ce que ça aussi, parce qu'avec ton parcours en archi, est-ce que c'est pas ça aussi qui t'a marqué? Parce que quand tu regardes les photos de Balenciaga, c'est l'architecture. C'est hyper architectural. Les lignes, ce sont des lignes parfaites. Les courbes, c'est des courbes qui sont placées de manière extrêmement précise. Géométrique de ouf. Alors, c'est très, très, très précis, en effet. C'est en fait ça qui m'a poussé à vouloir rendre hommage, en fait, à cette personne iconique dans la mode qui crée de l'architecture portable. Comme il est décédé à Valence, j'ai juste repris le V de Valence et je l'ai mis à la place du B pour Balenciaga. Et c'est comme ça que Balenciaga a été baptisé. Voilà. Je voulais un nom aussi qui finit avec un A, parce que tous les noms qui finissent avec un A sound more feminine. Je voulais quelque chose qui était plus doux qu'un B, parce que B c'est genre... Alors qu'un V, c'est genre très... Ça fait très aéré, voilà. Donc, même dans ma précision, j'ai vraiment pensé à trouver un nom. Waouh. J'aurais jamais imaginé que derrière ton nom, il y avait tellement d'histoire, de réflexion et d'étapes. Et donc après ça, tu as trouvé le nom. Voilà. Donc, Coton est sortie de sa chrysalide et est devenue Balenciaga. Mais j'imagine qu'elle n'avait pas encore les codes de Balenciaga, parce que Balenciaga a des codes aujourd'hui, que je vois qui évoluent quand même encore un peu. Il continue à évoluer, Je vois que tu es quand même toujours en évolution. C'est subtil. Je trouve que tu fais tout ce que tu viens de m'expliquer maintenant appuie mon impression, qui est que tu fais les choses de manière... Toi, tu avais dit par étapes. Moi, j'y vois plutôt quelque chose de... Tu vois, une sorte de continuité, tu vois, d'évolution fluide comme ça. Maintenant, ce jour-ci, oui, c'est plus fluide. Auparavant, c'était plus d'étape en étape. J'ai acquis ça, maintenant je peux continuer à faire ça. J'ai acquis ceci, maintenant je peux continuer dans ceci. Et c'est vraiment genre une évolution, mais d'étape en étape. Alors que maintenant, c'est plus une évolution, plus étape en étape, c'est quelque chose de très fluide, qui reste en évolution en effet, mais qui est que visible à l'œil observatif. Si tu me regardes et tu me vois genre dans 3 mois et maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas voir l'évolution. Par contre, des gens qui ont l'œil vont le voir. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Parce que le drag, c'est une conversation sur quoi? Sur le genre, sur la mode, sur ce qu'on veut représenter. C'est politique. C'est très politique, c'est très poétique aussi. Mais des gens qui le voient que en tant que entertainment comprendront pas. Il y a plusieurs lectures, alors on va dire, plutôt qu'il y a plusieurs lectures. Tu peux aller et voir un spectacle où tu as des garçons qui sont habillés en fille de manière extravagante et c'est rigolo. T'en as qui font des blagues, t'en as qui chantent, t'en as qui truquent. Et ça s'arrête là. Et puis tu as un deuxième, un troisième niveau de lecture où là, tu te demandes pourquoi est-ce que ce costume, pourquoi ce texte, pourquoi cette chanson. Voilà. Donc il y a vraiment des codes très subtils que j'essaie de garder, que je trouve intéressant parce que justement, à ce niveau-là, je peux avoir une conversation. Enfin, mes conversations durant les soirées avec différentes personnes sont très différentes. Ah oui, parce qu'en plus, quand tu sors de scène... les gens veulent toujours te parler parce qu'ils trouvent ça intéressant. Si c'est juste pour te dire, genre, c'était incroyable ce que tu viens de faire ou j'ai trop aimé, genre, le texte que tu as repris. Il y a une subtilité dans le compliment qui est tellement différent, mais qui est tellement important. Parfois, c'est ça qui fait ma soirée, en fait. Est-ce que ce sont ces échanges, ces rencontres
après tes performances qui contribuent à l'évolution de Balenciaga? Énormément. Si j'avais pas des retours du public, je pense que j'aurais déjà longtemps arrêté. Et est-ce que la majorité est-ce qu'on dit des drags ou on dit des queens ou on dit Des dragues. des drags font ça, vont à la rencontre de leur public? Je pense que la forme de l'art du drag est tellement différent pour chacun Ouais. et chacune que on vit ça tellement différemment. Moi, j'adore le public. Moi, je suis vraiment genre une reine du public. Je suis une reine qui me faufile dans le public pour faire mes performances. Si le bar était rempli et qu'il n'y avait pas de place sur la scène, je le ferais même encore en plein milieu du public parce que justement, il y a un échange d'énergie qui me donne cette force pour continuer, mais qui, je vois, créer cet échappatoire pour les gens qui sont là. Et en fait, c'est un besoin. Genre, c'est un besoin mutuel. Ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que je me disais, mais peut-être que l'endroit où on se sent le mieux en sécurité, en confiance, c'est quand tu es dans ta performance, dans ton personnage. Et qu'en fait, dès lors que c'est terminé, tu reviens toi. Après, pas vraiment, parce que tu as toujours ton maquillage, tu as toujours on peut dire costume, je peux dire costume, ton costume. Mais effectivement, comme tu dis, ça dépend d'une personne à l'autre. Et pour revenir au costume, maintenant que Balenciaga a une identité forte, que j'imagine tu as déjà un avenir pour elle, que tu as des projets pour elle, comment est-ce que tu as fait et comment est-ce que tu fais pour choisir ses tenues, pour faire ces tenues? Donc tu me diras si tu les fais toi-même ou pas. Et comment est-ce que tu construis en fait sa garde-robe? Alors, la garde-robe de Balenciaga est construite de planches et de Ikea. Tout basique. On a besoin d'une base très solide, hein, et Ikea, ça tient. Donc, pour l'instant, rapport qualité-prix, vraiment, dans un premier temps, bien, ça très marche bien, très bien. Ok. Et je peux l'avoir sur facture. Donc, c'est important aussi. Et je pense que je m'inspire en fait encore toujours de Balenciaga, de la marque actuelle et de la marque au passé, ancienne. Mon look de finale, par exemple, pour Drag Race, la première saison, était un look inspiré de Balenciaga, sa première collection. Les robes très voluptueuses, asymétriques, qui ne centraient pas la taille du tout, alors que Balenciaga est toujours centré sur la taille. Ouais. Donc ça a changé énormément aussi ma silhouette, que je trouvais hyper intéressant et hyper important aussi, pour justement me pousser à faire autre chose que ce que je fais d'habitude. La silhouette très hourglass figure, on va dire. Et donc en fait, je pense que je reste inspiré par les silhouettes très classiques, par des silhouettes très cabaret, qui sont corsetées. Voilà, cabaret d'une certaine époque. Voilà, mais aussi très moderne, dans le sens où si je pouvais porter un hoodie strassé avec un corset très burlesque des années 30, je le ferais. Tu l'as pas fait encore? Pas encore. On le fait? Peut-être. Let's do it. Mais je pense que cette image fonctionne énormément parce que c'est quelque chose qui est très dans cette ère du temps, ça se dit? Oui, dans l'ère du temps, ouais. Dans l'ère du temps, on reprend des codes, maintenant surtout de plus en plus des années précédentes, et on en fait quelque chose de très moderne parce que justement, en fait, ça a toujours fonctionné comme ça, prendre des références et venir les assaisonner au avec goût du jour. Petit, tu vois, tu vois. Petit truc le goût du jour. En fait. Et comment est-ce que tu qualifies si tu devais qualifier le style de Balenciaga, son look, si tu devais lui donner un adjectif, ce serait quoi? Est-ce que ce serait rétro? Est-ce que ce serait burlesque? Est-ce que ce serait sexy? Je sais que tout le monde doit avoir une autre définition pour ce mot-là, mais moi je dirais haute couture. Ok. Dans le sens où tout est pensé jusqu'au détail, tout est poussé jusqu'au détail. C'est pas quelque chose que quelqu'un va porter tous les jours, parce qu'il y a quand même un côté extravagant, mais c'est inspiré du prêt-à-porter. Tu pars du prêt-à-porter, tu vas chercher les codes haute couture, tu modifies prêt-à-porter pour que l'image que ça donne, l'attitude que ça te force à adopter, entre dans le cadre haute couture. Exactement. Strict, un peu lointain, intouchable, un peu... Et ça, c'est aussi un peu ce que beaucoup de gens me disent quand ils voient mon Instagram. Genre, j'ai l'air une personne très intouchable, alors que quand ils me rencontrent... Je valide, je confirme. Directement, tu te dis, oh, mais c'est une crème. Un des meilleurs compliments que j'ai déjà eu, c'est t'as l'air tellement toujours fâché sur ton Instagram. Fâché? Ah non. Moi, quand j'ai bossé avec début, toi, donc c'était maintenant il y a 2 ans. Ouais.
Ouais, déjà 2 ans. Ça va vite, hein. Tu m'as pas donné cette impression-là. Bon, Ok. après, moi, j'étais en backstage, donc déjà, c'est différent de si je t'avais pas vu en backstage et que je t'avais vu seulement sur Sur scène. scène, ouais. Malgré ça, j'ai quand même eu une énorme surprise quand on s'est revus il y a plusieurs mois et où je t'ai proposé de venir dans DHV, dans Déshabillez-vous. Et en fait, ce qui m'a donné envie vraiment de discuter avec toi, c'était ça. C'était cet aspect hyper accessible. Mm. Voilà, hyper accessible, alors que c'était Balenciaga que j'ai rencontré, parce qu'on était Mhm. lors d'une soirée Oui, j'étais de en promotion, drague, ouais. tu étais en drague, enfin, c'est Balenciaga que j'ai rencontré. Mhm. Et je me suis dit, waouh, très, très accessible en fait. Et donc ça me fait penser à la question que je t'ai posée juste avant. Effectivement, je pense qu'il y a autant de manières d'aborder le public, les gens qui viennent vers toi quand tu fais du drag, qu'il y a de personnalité, parce qu'en réalité, c'est juste une facette de ta personnalité que tu montres. Oui, c'est ça. Donc oui, là, je confirme que quand on voit ton profil, il y a un côté hyper glamourisant, glamourisé, glamour, sur ton feed et sur tes réseaux, mais que quand on te rencontre, accessible, hyper accessible. Je trouve ça hyper important aussi. Enfin, c'est un truc que j'ai appris aussi en regardant Drag Race US. Mhm. On rencontre des divas, on voit des gens qui ont une certaine froideur. C'est des gens qu'on rencontre et qu'on se dit genre waouh, c'est des célébrités. Ouais. Et que du coup, quand on les verrait, je pense que tout le monde aurait un peu peur. En mode genre, je sais pas du tout comment elle va réagir. Bah oui, bah ça Est-ce qu'elle c'est. va être froide aussi envers moi? Ouais, Ce que ouais. ce que j'ai vu à la télévision, est-ce que ça va être différent? Et en fait, c'est ça que je me suis dit, j'ai envie de créer ce personnage aussi qui a l'air un peu froid pour se dire genre, est-ce que je vais oser de lui dire un truc? Et genre, dès que tu me dis un truc, tu vois que je suis genre comme un yaourt, en fait, tu vois, alors Oui, hyper soft, ouais. hyper... Enfin, je sais pas comment Ça l'expliquer. part. En plus, je suis intolérant à tout ce qui est produits laitiers, donc pourquoi je dis yaourt en plus? Je sais pas pourquoi. Yaourt. Mais tu sais, genre, Oui, un truc l'idée d'une doux, un crème, truc tu vois, genre, frais, un truc. oui, Oui, c'est ça. il faut pas avoir Oui, peur, c'est tu vrai, peux vraiment me parler de tout et de rien, je te parlerai de tout et de rien. Enfin, c'est... je confirme, Noah est un yaourt. Voilà, Je confirme. Un yaourt un peu légèrement sucré, pour voilà. ma part un peu à la vanille. Oui, mais c'est Voilà. ça, mais je suis une petite vanille, en fait, tout simple. Non, et c'est ça que je trouve important aussi. Je veux déconstruire cette idée de star et bah, dans mon cas, micro-star, parce que je suis pas genre une star comme OES, mais de pas être accessible. T'as envie d'être Je accessible. veux être accessible. Je veux montrer que, en fait, en dessous de tout ce maquillage, on est juste des humains. Et puis ça rentre aussi dans ce que tu expliquais tout à l'heure, le fait d'être accessible. Les gens qui vont venir te voir, ceux qui sont toi il y a Oui, 8 ans, 10 ans, c'est ça. vont se dire ah mais en fait, je peux, tu Oui. vois. Je veux pousser les gens à pouvoir faire du drag. Ça va faire combien de temps maintenant? Je pense en janvier, février-mars, un truc du genre. J'ai pu faire connaissance d'une personne incroyable qui s'appelle Jewel, qui est devenue ma fille drag. J'en ai qu'une pour l'instant et j'en veux qu'une aussi puisque j'aime me concentrer sur cette personne. Une personne trans aussi comme moi du coup, avec qui j'ai tissé des liens incroyables d'amitié que je lâcherai plus jamais de ma vie. Et pour moi, c'est une performeuse incroyable qui a une histoire à raconter et que je veux pousser aussi à raconter cette histoire parce qu'elle est hyper importante, elle est hyper intéressante et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se voir dans son histoire et qui vont pouvoir se dire genre ah mais moi je suis cette personne ici et si je peux faire du drag comme elle, bah je vais en faire. She's giving that mom energy aussi. Je veux pas dire que je vais être mother de tout le monde, mais genre Tu I sens wanna que ça give t'apporte that. quelque Oui, chose. vraiment, ça me fait plaisir. Et j'ai reçu un titre durant la diffusion de la première saison, Mother of West Flanders, que je prends à plein cœur, ou je sais pas comment on dit, Je prends à bras le corps. Voilà, en effet, je suis de la région de Courtrai, de la région de la Flandre occidentale. Oui, je veux représenter les gens de ma région, je veux représenter les queers qui n'ont pas de place, surtout dans la région de Courtrai, qui se disent C'est un peu reculé, voilà, quoi. on est Ouais. obligé de déménager à la capitale pour justement pouvoir être queer. Non, restez à Courtrai, soyez queer à Courtrai. Bon, après, je suis un peu le mauvais exemple puisque j'ai déménagé à Bruxelles, mais c'est pour les opportunités aussi. J'en avais besoin et j'allais pas pouvoir me pousser moi-même à rester à Courtrai.
Mais je veux que justement, il y a une communauté queer qui existe à Courtrai, qui se développe à Courtrai. Vous m'appelez, je serai là pour venir performer à Courtrai parce que justement, c'est un peu la base mère, on va dire, De là d'où tu viens, en fait. d'où je viens en fait, oui. C'est fou, hein, parce que plus tu déroules ton truc et plus je me rends compte que tu gères, tu mènes vraiment ton... Je sais même pas comment l'appeler parce que c'est en dehors du cadre dont j'ai l'habitude. Bah, ton travail, Entreprise. ton entreprise, vraiment avec toutes tes idées que tu avais au départ et encore une fois, toujours de cette manière, étape par étape, de manière fluide. Avoir un rôle. Je suis ravie de cette discussion parce que j'avais pas de doute qu'elle allait être riche et intéressante, mais je me doutais pas qu'on allait aller dans des choses aussi précises et pointues. Donc je trouve ça génial. En tout cas, moi, j'apprends plein de trucs. Et maintenant, pour tes costumes, comment est-ce que tu fais? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a il y a des secrets que tu veux pas dire, tu veux garder du... Non, Tu vois, est-ce que pas parler de tu tout. vas chercher encore des choses Alors, beaucoup de drags font appel à des designers, des couturiers, couturières, un peu partout. C'est un peu les petites mains de l'ombre. Et puis, il y en a d'autres qui font tout eux-mêmes. Il y en a d'autres qui sont les reines de la fripe, Ouais. qui portent de la fripe et qui accessoirisent. Et voilà. Après, ça dépend toujours du personnage que tu as construit, de l'histoire que tu racontes. Toi, pour ta part, c'est quoi? Bah, j'ai commencé en tant que queen de la fripe et accessoirisée avec tout et rien, mais avec du goût. Le goût, je sais pas d'où je l'ai. Je pense que c'est juste C'est un muscle, je crois que ça se travaille. quelque Avec chose qui quand tu dans regardes ma des tête. livres, Voilà, des trucs. Ouais. vraiment, j'ai l'œil pour, et donc ça c'est un peu un talent que j'ai, je pense, et je vais l'utiliser, et je vais le travailler, et je vais continuer à le développer en recherchant des images, pas dans des magazines, en ligne. J'ai l'application Vogue, je regarde tous les défilés à chaque fois qu'il y a des défilés, donc je reste assez informée sur ça en tout cas. Est-ce que je crée mes propres costumes? Oui, parfois, pas tout le temps. J'ai une certaine idée de ce que je veux. Si je sais pas le faire moi avec ma mère, parce que ma mère elle m'aide énormément avec mes costumes, je vais faire appel à des costumiers ou à des couturiers ou à des designers parce que j'ai pas les skills non plus pour créer un corset par exemple. Je ne sais pas travailler les baleines, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je préfère laisser ça aux professionnels parce que je sais que ça sera bien fait, que ça va tenir, que ça va être pour la longue durée. J'essaie toujours d'avoir en tête des trucs qui seront pour la longue durée et des trucs qui sont modulables Oui, je dans vois. le sens où Tu peux reporter plusieurs fois ou modifier des choses pour que ça ait une autre apparence. Les styles différemment. Ouais, c'est ça. Si j'ai un pantalon, par exemple ce pantalon-là, je pourrais le porter en drague. Il sera visuellement différent de quand je le porte dans la vie de tous les jours. Déjà à cause des pads et à cause du corset. Mais aussi avec les accessoires que j'y ajoute, avec une ceinture, avec bracelets, bijoux. Des petits machins, des breloques qui pendent. Il y a toujours quelque chose. Tu vas piocher quand même dans ta garde-robe de tous les jours que Noah porte quand il va faire ses trucs. Balenciaga va aller va aller piocher des choses dedans. Parce que c'est vrai que je me suis posé la question, et certaines dragues que je connais, d'autres que je suis, et je me dis, mais en fait, il y a des tenues qu'elles ne portent jamais qu'une seule fois. Et que ça coûte cher parce que, je pense à celles qui font faire essentiellement leur tenue. Je me dis, mais en fait, c'est un puits sans fond si tu pars dans ce sens-là. Et je me dis, est-ce que les dragues ont une conscience écologique, tu vois, par rapport à leur costume? Alors ça, c'est une question problématique, je sais. Est-ce que, au-delà avant même l'écologie, est-ce que économiquement, c'est quand même plus malin, plus intéressant de faire comme tu fais, c'est-à-dire de faire un costume, d'acheter un costume ou de modifier quelque chose, une pièce, en se disant, OK, je peux... ça, c'est le métier que moi je fais. Par exemple, à partir d'une seule pièce, je peux construire un certain nombre de looks très, 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 très différents les uns des autres, en fonction de, comme tu dis, une ceinture, la paire de chaussures que tu vas mettre, les bijoux que tu vas mettre un truc en dessous, un truc au-dessus. Toi, comment est-ce que tu procèdes? Alors, ces derniers temps, j'ai procédé d'une manière très pas écologique du tout et pas économique du tout non plus. Dès que je voulais quelque chose, je l'achetais. Ça fait partie aussi de mon addiction à l'achat,
qui est aussi un puits sans fond, économiquement aussi, mais mentalement, je me dis, ah, ça me fait plaisir. Bon, hop, acheter. Les applications comme, enfin, on va les nommer, hein, Shein, Temu et ainsi de suite. Pour des bricoles, c'est assez facile. Genre une paire de collants, une paire de gants, une paire de chaussures fun. Enfin, ça s'achète très rapidement. Tout coûte cher au final. Même si c'est genre 4 euros ici, 4 euros là, ben, tu peux facilement arriver à 50 euros de gants et te dire, en fait, j'en ai pas besoin autant. Enfin, Ouais, ça ouais. sert à rien. Donc à ce niveau-là, oui, c'est facile de se dire, on va créer un costume qui est adaptable. Par contre, c'est toutes les autres bricoles qui viennent s'ajouter pour le style différemment, qui sont pas toujours économiquement Ah oui, oui, des parfaits. bijoux, Voilà. tu veux des boucles d'oreilles, tu veux un Voilà. collier, il faut que ce soit coordonné, pas Voilà. coordonné. Tu veux rajouter un truc pour modifier ton vêtement. Ouais, ça, Voilà. ça peut vite monter. Voilà. Ça va faire un mois, je pense, oui, que j'ai enlevé les applis de mon téléphone. Parce que je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et c'est ma mère qui m'a dit aussi, faudra vraiment commencer à faire attention à ton économie parce que, en fait, il y a un certain moment, tu vas plus pouvoir manger. Et c'est vrai, il y a 2 mois de ça, j'ai mangé. Et quand je dis tous les jours, pendant 23 jours, des Aiki, T'as compté. ouais, 23 jours. T'avais tout dépensé. Parce que j'avais tout dépensé dans des brols, parce que je Tu peux vas les encore utiliser. Ouais, ouais. Mais est-ce que j'en avais besoin à ce moment-là? Ben non. Donc 23 jours de Aiki, T'as fait mal au ventre. mentalement et physiquement, j'allais pas bien et j'ai dû passer chez le docteur. Enfin, je commençais vraiment à faire une déprime parce que je n'avais pas assez de nutriments corrects dans le corps, on va dire. Mais Balenciaga justement. est bien sapé. Mais du coup, visuellement, Balenciaga avait l'air très bien. Et donc, en fait, c'est ça aussi, pas mal de gens se disent, mais t'as l'air riche, alors que je suis pas du tout. Je suis juste genre une des nouvelles pauvres, en fait. Enfin, ou je sais pas comment l'expliquer, mais Une nouvelle pauvre. une nouvelle pauvre de notre société. Est-ce que c'est une des facettes de ton entreprise sur laquelle tu réfléchis et pour laquelle tu es en train d'envisager des solutions? Oui, maintenant, oui. Je pense que donc ça va faire un mois que j'ai enlevé les applications d'achat facile, on va dire, pour me dire, oui, je peux style tous mes costumes que j'ai différemment avec simplement prendre un élément, le combiner avec un autre élément et je vais vraiment me forcer à faire ça parce que je veux pouvoir me nourrir bien. Ouais. Je veux pouvoir vivre plus facilement, me dire que oui, si j'ai envie de partir à Paris pour un week-end, il doit être possible de partir à Paris pour un week-end sans me dire ah ben non, j'ai encore 2 commandes qui arrivent de 30 euros et 200 balles. Ah bah du coup, j'ai pas la place économiquement pour me faire un week-end Paris. Je veux vraiment pouvoir me dire, stop, fais avec ce que t'as, regarde ce que t'as. Si un jour t'as besoin d'un nouveau truc, bah, concentre-toi sur épargner pour cet objet-là, Ok. qui sera Destiné à quelque chose de bien précis. bien Mais précis. donc, tu construis pas tes costumes en fonction des scènes que tu vas faire ou des projets que tu vas faire. Tout au début, oui. Après Drag Race, en fait, j'ai lâché l'affaire. Parce que pour Drag Race, bah, c'est des thèmes très spécifiques. Il faut avoir des costumes qui vont avec le thème. Et après Drag Race, je me suis dit non, je veux juste avoir genre chaque soir que je sors une garde-robe avec quelque chose de classique, mais qui va pas forcément avec le thème ou avec la performance. Et pareil en fait pour la performance de demain, le costume que je vais mettre n'a pas été créé pour la performance, Ok. mais contribue Ok. à la vibe que je veux donner. Donc tu réfléchis. Ok. Donc tu fonctionnes un peu différemment. Voilà. Alors, avant de passer, tu sais, aux 2 questions signatures de DHV, il y a une autre question qui me vient à l'esprit parce qu'on vient de discuter de l'aspect économique de ton entreprise de drague. Est-ce que le drague en Belgique, ça paye? Je sais que ça paye pas beaucoup. Est-ce que on peut vivre en Belgique du drague? Moi, je vais dire non, de ma part en tout cas, pas pour l'instant. Ok. Si je faisais que des scènes en Belgique, je dirais non d'office. Ok. J'ai reçu la plateforme Drag Race, donc j'arrive à performer dans d'autres villes, dans d'autres pays. Parce que Drag Race a constitué un peu quand même une publicité. Voilà, ouais. voilà, on va dire ça. Donc oui, ça m'aide. Par contre, est-ce que j'ai envie? Non, je travaille encore toujours dans un magasin de vêtements où j'adore travailler, où mes collègues sont incroyables et adorent ce que je fais aussi en dehors du travail que je fais au boulot. Mais en vivre,
pense pas. Sauf si on a un chômage artistique. Oui, Je pense que là, alors, c'est possible. le statut Le d'artiste. statut d'artiste, voilà. Mais pour l'avoir, déjà, il faut travailler aussi énormément. Je viens de dire chômage artistique, mais chômage artistique, c'est pas un chômage, hein, c'est genre un vrai boulot et c'est vraiment dur Parce à que tu dois, travailler. déjà, parce que- pour avoir accès à ce statut le statut d'artiste Voilà. officiel en Belgique, il faut il faut- prouver. il faut prouver que Toutes tu es un les- artiste, voilà. tu dois avoir des contrats, tu dois montrer que tu as reçu des sous, effectivement, et on sait que tout ce qui est artistique, il y a plein de choses qui se font sans facture, Ouais. c'est de la main à la main, mais donc ça ne peut pas compter pour la construction pour prétendre à ce statut-là. Ok, donc en Belgique, c'est encore difficile de... Moi, je pense, oui. Je connais quand même quelques drags qui en font ici, surtout à Bruxelles. Et hein, qui en mais- vivent. Oui, je pense. Enfin, Ok. on n'en parle pas forcément. C'est tabou? Je pense pas que c'est tabou. Je pense pas que je pense que c'est juste pas une conversation qu'on a. Ok. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est assez intéressant quand même. Pour toi, en tout cas, qui envisage le drag comme une entreprise et quelque chose qui est le moteur de ta vie, ton existence, parce que tu exprimes ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu sais faire, tu le manages vraiment. C'est une question, ça me semble être une question intéressante. Ok. Bon, on arrive à la fin. Donc, les 2 questions signature. La première, le portrait en vêtements. Donc, si tu devais être un vêtement, Oui. différent, un haut, un bas, tout ça, qu'est-ce que tu serais? Tu vois, le vêtement, on pourrait te voir tous les jours, toute l'année avec ça. Si tu devais être, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu porterais? Ce serait quoi la tenue? Est-ce que tu peux me décrire les différentes parties de cette tenue? En drague ou pas en drague? Ça, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu te sentirais mieux d'être tout le temps en noir, Noah, Mhm. ou en Balenciaga, ou alors tu créerais un espèce d'hybride des deux? Oui. Je pense que je crée un hybride des deux. Ok. Mon hybride parfait, ce serait, et je l'ai en plus dans ma garde-robe, donc je peux te le décrire. Ah oui, alors vas-y, avec précision. Je veux avec tout, précision. Accessoires, chapeau s'il y en a, gants, Ouais. chaussures, tout. Vas-y. Alors, c'est une robe assez classique, des épaulettes qui accentuent justement genre la forme, la carrure, silhouette, ouais, on va ouais. dire. Quelque chose qui est très serrant. Ouais. Donc, c'est donc une robe moulante noire Ouais. qui accentue all the curves, qui arrive jusque La cheville. la cheville. Ok. Cette chaussure-ci, Ok. qui est une petite chaussure inspirée par Balenciaga, qui est en fait une botte en vrai. Ok. Mais qui a un talon genre assez intéressant et même l'arrière est genre Ouais, ça vient comme ça là. ouais, très pointu parce que ça fait très sorcière. Parce que mon esthétique c'est un peu sorcière quand même, genre j'aime bien Ouais. l'idée noire, l'idée genre Ok. un peu mystère. Perruque rouge, mais genre rouge comme ta robe, Courte ou longue? dans longue, Longue. le plus long possible. Ondulée, droit. Ça m'est égal. Ok. Il n'y a pas vraiment une vision tant que c'est rouge. Ok. Et je pense juste à un smoky noir, Ok. des yeux, avec une bouche nude. Et des gants, pas des gants? Des ongles Des très ongles. longs, nude aussi. Ok. Peut-être genre un French tip, mais genre silver. Ok. Donc, attends, French tip silver, ça veut dire c'est où que c'est le silver? Le bout? Oui, Ok. genre nude, et puis après genre juste Le- la pointe en silver. Ok. Plein de bagues Ok. Doré ou argenté? argentées, Ok. d'office. Moi, le doré, ça me va pas. Ok. Genre, je porte toujours de l'argenté. Et des grosses boucles d'oreilles, mais genre qui remplit l'oreille. Ok. Peut-être un collier silver aussi, mais pas trop grand. Un gros ou un petit? Grosse chaîne peut-être quand même. Une grosse chaîne? Ouais. Ok. Genre très grosse chaîne. Et un chapeau? Non, pas de chapeau. Pour Ok. garder la chevelure en mode. Et alors, la vraiment dernière des dernières questions, Ouais. c'est si tu devais réécrire la définition du mot vêtement dans le dictionnaire, qu'est-ce que tu mettrais comme définition? Du mot vêtement. C'est quelque chose qui sert à nous couvrir. C'est quelque chose qui sert à couvrir les parties du corps qui sont vues par notre société en tant que escandalo. Genre quelque chose qu'on veut pas voir, forcément. Ok. Je pense qu'en fait, un vêtement, ça a été créé un peu pour les gens qui sont pudiques, de base. J'aime bien, c'est une chouette définition. Et que, en étant approuvé par la société complète, on s'est tous dit, c'est quoi, si on est obligé d'en porter, on va en faire quelque chose de chouette, quelque chose de unique. Créons quelque chose qui est
fun à porter parce que birthday suit, I think is the best vêtement qui existe. Merci Balenciaga. De rien. Merci Noah. À toi. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode avec Balenciaga, la queen des fashion queens, t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, surtout des étoiles, et à venir me follow sur Instagram pour voir ce que je fais d'autre en plus du podcast. Voilà, allez, des bises. Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHD. Déshabillez-vous.